Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Je suis Ibrahim Khalil Koné pour vous présenter cette émission et celle qui se charge de nous informer du contenu de cette émission se nomme Cécile Mobio, que nous retrouvons à présent. Cécile Mobio, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce studio pour nous livrer le contenu de cette émission avec cette coiffure qui nous donne l'impression d'avoir en face de nous une fille asiatique. Bonsoir Khalil, merci pour ce compliment. Alors Cécile Mobio, quels sont les sujets à l'ordre du jour? Alors aujourd'hui, on aura 3 sujets. On va parler du PDCI, du PPACI et on va voyager un peu pour voir ce qui se passe au Tchad et au Sénégal. Avant d'arriver au Tchad et au Sénégal, nous allons commencer en Côte d'Ivoire avec le PDCI RDA, vous l'avez signifié, où Jean-Louis Billon a été convoqué par le conseil de discipline du parti. C'est bien cela. L'ancien ministre ivoirien Jean-Louis Billon a été convoqué par le conseil de discipline du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En raison d'un déplacement à l'étranger, il n'a pu comparaître le mercredi 4 décembre 2024. En attendant de connaître la prochaine date pour sa comparution, que risque Jean-Louis Billon? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir avec nos analystes. Une autre question aussi à laquelle nous allons tenter d'avoir des réponses avec nos invités sur ce plateau, c'est bien sûr le discours tenu par Laurent Gbagbo à Gadougou, c'était du côté de Gagnoa. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, lors d'une visite à Gadouan, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'est engagé à faire circuler l'argent comme avant s'il accède à la magistrature suprême à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Est-ce l'absence d'une nouvelle offre politique chez le président du PPACI? Cette question sera aussi débattue. On y va maintenant au Tchad et puis au Sénégal. Le 28 novembre, quelques heures après une visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Louis Barrot, à N'Djamena, les autorités tchadiennes ont annoncé mettre fin à un accord de coopération en matière de défense. Exit les bases militaires françaises au Tchad. Quelques heures auparavant, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait annoncé dans une interview au Monde qu'il n'y aurait bientôt plus de soldats français sur leur territoire. Exit les bases militaires tricolores au Sénégal. Merci Cécile Mobio. Précisons, Cécile Mobio est loin d'être une fille originaire de l'Asie. Non, pas du tout. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. C'est une fille ébriée, c'est bien ça? Oh, Ibeka, oui, c'est bien cela. Merci beaucoup Cécile pour cette prestation. On va se donner rendez-vous. Ibeka, c'est moi qui vous remercie d'être là pour donner le sommaire et j'espère que nos chers téléspectateurs ont pris un réel plaisir à suivre ce sommaire qui sera décrypté dans la revue de presse grand format. Et avec 2 invités qui sont déjà en plateau avec nous, Tenebe Ousmane, il est journaliste, consultant, il est directeur de publication de l'hebdomadaire Savane Info. Tenebe Ousmane, il est à ma droite. Tenebe, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de répondre toujours de façon favorable à nos sollicitations. C'est toujours un honneur pour moi d'être invité par vous. En tout cas, merci de nous associer à votre grand travail. Merci beaucoup, Tenebe Ousmane, pour votre présence sur ce plateau. Nous avons aussi avec nous en plateau Ake Renaud, qui est fondateur de Debout Citoyen, qui est une organisation de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Merci pour l'invitation. Merci aussi à vous de répondre toujours une fois que nous vous adressons notre invitation. Merci à tous les deux. Merci de votre présence
On va marquer une petite pause de quelques secondes et puis on se retrouve dans quelques instants pour entamer le premier sujet. Démarrons cette revue de presse par ce qui fait l'actualité au PDCI RDA. Il s'agit de la convocation de Jean-Louis Billon à comparaître devant le Conseil de discipline pour répondre à des accusations d'atteinte à l'unité et aux intérêts du parti, ainsi que d'insoumission aux décisions collectives. La comparution prévue le mercredi 4 décembre 2024 n'a pu se tenir. Le concerné avait demandé un léger report du 9 au 9 ou au 10 décembre 2024 pour lui permettre justement d'honorer un rendez-vous de longue date à l'étranger. Le lundi 2 décembre, ses avocats ont demandé au Conseil de discipline de leur communiquer certains documents. Alors, Ténébé Ousmane, que risque Jean-Louis Billon? Ok, bon, Jean-Louis Billon est convoqué. C'est vrai que pour des raisons d'agenda, on attend toujours de voir le résultat de cette convocation. Mais il est clair que cette convocation répond à ce à quoi on assiste actuellement. Jean-Louis Billon est en campagne, il a déclaré clairement qu'il est candidat et il est dans cette dynamique qui, forcément, ne va pas dans le sens souhaité par la direction officielle du parti, qui, même si Tidjane Thiam n'a pas encore officiellement déclaré qu'il est candidat, mais il se comporte en candidat déjà naturel du parti. C'est vrai que... Vous trouvez cela juste, normal? Généralement, sous nos tropiques, c'est comme ça que les gens se comportent. Hein. Le président du parti est considéré d'office comme le candidat naturel. Mais à la vérité, c'est une convention, hein, en temps normal, ou des primaires qui doivent pouvoir séparer, hein, contribuer au choix du leader qui doit conduire les forces du parti. Maintenant, est-ce que Jean-Louis Billon fait bien de faire bande à part, parce que ça peut ressembler à ça, hein, est-ce qu'il ne devait pas attendre, comment on appelle, la convention pour s'exprimer? Est-ce qu'il a raison de faire des déclarations, d'être ouvertement en campagne, parallèlement au président officiel, à l'équipe officielle du PDCI? Donc, je pense que cette convocation, moi, ne m'étonne pas. Certainement que ce sera l'occasion de faire certaines mises au point. Et je m'interroge si, sincèrement, s'ils vont s'entendre, parce que Jean-Louis Billon semble être dans une dynamique très affichée. On attend tous le résultat de cette convocation. Et selon vous, ça pourrait être quoi le résultat? Est-ce qu'il sera sanctionné? Est-ce qu'on pourrait arriver à une radiation des rangs du PDCI RDA? Rien n'est moins sûr, mais on est en politique. Alors, le PDCI aussi joue gros, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que Jean-Louis Billon, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même un poids important. C'est un cadre important du parti qui a une certaine chose, je dirais, envergure. Et on sait aussi qu'avec l'élection du président du PDCI, où on a vu un peu de controverse, certainement que Jean-Louis Billon a une partie des cadres du PDCI qui le soutiennent. Donc, vraiment, on attend de voir la suite, et en espérant, et c'est important pour le PDCI, c'est à l'avantage du PDCI qu'il trouve un terrain d'entente. Au cas contraire, ça peut être un désastre pour le parti. Dans un contexte où l'arène politique est en ébullition, où le parti au pouvoir qui cherche à conserver le pouvoir n'est pas dans cette dynamique, eux, ils sont tous mobilisés pour le moment. Voilà, mais il reste encore quand même une dizaine de mois. En politique, rien n'est figé. On attend de voir la suite, en tout cas. On attend de voir la suite. La suite de cette convocation devant le Conseil de discipline, pour vous, c'est quoi? Ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui risque? Il y a trois possibilités. Un avertissement, peut-être un blâme ou la radiation. Mais je pense que la question doit se poser autrement. Est-ce que Jean-Louis Billon aura, si on veut dire, les moyens de se défendre face à l'instance décisionnelle au sein du PDCI? Est-ce que cette instance-là
je ne sais pas si c'est une commission de discipline. Le conseil de discipline. Le conseil de discipline, est-ce que le conseil sera beaucoup impartial face à Jean-Luc Bion? C'est quoi votre avis sur cette question? Bon, je pense que quand on regarde le congrès, c'était un congrès électif. Et à ce congrès-là, c'était dit que non, le vainqueur de cette élection sera si on veut dire, le candidat naturel, comme l'a dit, du PDCI. Et Jean-Luc Bion, depuis Bédié, Jean-Luc Bion a déjà affiché qu'il voulait briguer la magistrature suprême. Et ça, ce n'est pas nouveau au PDCI. Et ce courant qu'il a créé au sein du PDCI s'active pour ça. Et quand il voit un Tidjane Thiam qui était absent pendant 24 ans, qui revient et qui a déjà l'appareil, je pense qu'il y a une frustration à ce niveau-là, que le PDCI doit s'asseoir et régler ça en interne. Et moi, je pense que Jean-Luc Bion a fait un calcul tout simple. Lequel? Voilà. Quand vous voyez comment le PDCI a été créé, Houphouët-Boigny a géré le PDCI d'une main de fer jusqu'à sa mort. Il n'y a personne qui pouvait s'opposer à Houphouët-Boigny à cette époque-là. Après, Bédié vient, on voit Bédié qui gère aussi le PDCI jusqu'à sa mort. Bon, Thiam, pour lui, Thiam viendra faire pareil. Donc lui, qui veut être président un jour de la Côte d'Ivoire et veut avoir l'appareil du PDCI derrière lui, il pense que sa force, c'est calcul. Donc c'est normal qu'en tant qu'un homme politique, aussi, il puisse afficher ses ambitions et essayer de briguer la magistrature suprême. Alors, voilà, cette situation suscite des positions différentes. D'un côté, certains estiment que c'est l'expression de la vigueur de la démocratie au sein du parti, pendant que d'autres pensent que c'est une manière de fermer le jeu démocratique pour permettre à quelqu'un de passer haut la main pour être candidat du parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, le PDC a un défi à relever. Et c'est en cela que on peut tirer quelque peu le chapeau à Henri Konan Bédié qui, à un moment donné, affronté des dissidences, entre guillemets, au sein de son parti, mais il n'a pas rejeté ces dissidents, entre guillemets, qui auraient dû respecter la vision unitaire du parti. On a vu Djedje Madi qui a été candidat contre lui à la tête du PDCI et même chose Kakabé l'a défié. Mais les instances du parti n'ont pas eu une attitude aussi adversive contre ces candidats. Et le schéma qu'on nous a montré, c'est un parti démocratique. Chacun a été candidat et on est allé à des élections. Henri Konan Bédié a gagné avec un score soviétique. Et puis, la famille s'est ressoudée. On a vu Didier Madi, qui n'a jamais quitté le PDCI, qui est revenu. Même Kakabé était encore de la famille. C'est vraiment ce défi que Tidjane Thiam a à relever. C'est vrai que Jean-Luc Bion semble être déterminé, engagé dans sa dynamique. Et ce n'est pas maintenant qu'il commence ça. Au vivant même de Bédié, on voyait ses velléités. Où il s'affichait pendant que Bédié était là. Mais on n'a pas vu le PDCI afficher une sorte d'adversité à son endroit. Il y avait des rappels à l'ordre, des attaques ici et là, mais Jean-Luc Bion continuait d'être membre du bureau politique du PDCI RDA avec, je crois, un poste de secrétaire exécutif adjoint, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc c'est tout ce défi-là que le PDCI a. Et ce défi est d'autant plus important pour le PDCI qu'il doit regarder 2025. 2025 est une élection importante. Et Tidjane Thiam, je pense qu'il a d'abord trébuché depuis son élection, avec toutes ces controverses qu'on a entendues, les candidatures de Gikawe qui n'ont pas été acceptées, alors que Gikawe était, entre guillemets, le disque dur, à un moment donné en tout cas du parti, le secrétaire exécutif nommé par Bédié, et puis qui se trouve dans une situation de frustration. Vous imaginez un peu. Et je n'ai pas de preuves, mais j'ai le sentiment que Gikawe planche un peu du côté de Bion. C'est-à-dire que c'était un véritable défi. Et le parti doit nous démontrer à travers cette convocation-là qu'il est un parti qui
qui continue d'édifier et qui est vraiment dans la dynamique de la démocratie. Sinon, si on tombe dans les sanctions restrictives, les sanctions exclusives, les sanctions vraiment d'une sévérité nette, je crois que c'est au désavantage du PDCI dans un microcosme qui est en ébullition. D'accord. OK. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand on je vous ai vu en train de sourire quand j'étais en train de présenter la situation. Je souris toujours quand on parle de démocratie, en fait. Un parti politique, c'est une entreprise privée. Ça, tout le monde le sait. Donc, on ne peut pas parler de démocratie dans une entreprise privée. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le PDCI peut être tout sauf démocratique. Le PDCI, c'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui a fait le parti, si on veut dire, qui a fait le parti unique, carrément, sans partage. On ne peut pas dire que vous êtes démocratique lorsque vous-même, dans la gestion du pays, vous avez géré d'une main de fer pendant près de 30 ans. Et la démocratie au sein d'un parti politique ne se résume pas seulement à l'élection du président. Ce n'est pas parce qu'il y a l'élection, les primaires ou des conventions dans votre parti que vous êtes un parti démocratique. C'est au niveau des prises de décision. Comment les prises de décision se font? C'est du haut vers le bas ou c'est du bas vers le haut? Est-ce que c'est un groupe qui va décider pour la multitude ou bien c'est un ensemble, quelque chose, une décision qui va venir du bas vers le haut pour que l'exécutif, le bureau exécutif puisse exécuter les décisions de la base? Donc, quand on parle de démocratie... La démocratie, c'est aussi permettre à tout le monde de se présenter, de s'exprimer. Pour le cas du PDCI, tous ceux qui veulent porter l'étendard du parti à la présidentielle en 2025 doivent compétir et s'ils respectent les conditions... Je suis d'accord, Voilà. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a eu déjà un précédent dans le passé concernant même ce genre de trucs? Je me souviens que c'était des cas, on a vu Bédié qui a été opposé à Dj Madi. Non, mais en 2000 d'abord, Bombay était élu par la Convention en tant que candidat du PDCI contre Gbagbo et Gueye Robert. Mais Bédié a posé sa candidature. D'autres personnes, d'autres barons du PDCI ont posé leur candidature. Ça n'a pas gêné, ça n'a pas créé tout ce que les gens disent. Voilà, Bédié même n'a pas été élu dans la convention pour être candidat du PDCI. Donc, moi, chez moi, Bion veut jouer sa carte. Il joue quelle carte? C'est simple. Pour gagner l'élection, il faut avoir trois choses. Il faut avoir d'abord le capital financier. Et contrairement à KKB, Bion a le capital financier. C'est le plus gros employeur en Côte d'Ivoire, donc on n'a pas besoin même de faire truc. Il faut avoir d'abord le capital, il faut avoir aussi le capital médiatique. Bion jouit d'une presse un peu à sa faveur. Bon, ils ne l'ont pas décrédibilisé dans la presse. Donc, pour l'instant, il peut faire sa communication. Et il faut avoir aussi un capital politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir les délégués autour de toi. Il faut avoir des personnes en qui les populations se reconnaissent. Et Bion aussi, il pense qu'il a ce tatou autour de lui. Donc, il veut jouer sa carte pour ne pas que 2025 se passe sans lui. Voilà. Donc, c'est des bonnes guerres. Ok, sur la question, hein, la notion de démocratie, elle est sujette à interprétation et c'est vraiment discutable de parler du fait démocratique. En tout cas, il y a des choses critiquables. Mais ce qu'on relève ici, c'est quand même tous ces partis-là sont assis sur des textes. Tous ces partis sont assis sur les textes. Même Bion qui est convoqué là, c'est sur la base d'articles qui conduisent à sa convocation. Tel que vous dites que Bion a toutes ses capacités et tout. Non, personne ne nie le... Il ne fait pas les chefs de Bion. Hein? Oui, non, je veux dire ici que Bion, personne ne dit que Bion n'est pas présidentiel ou que sa dynamique là ne va pas marcher. Mais c'est au sein de l'appareil politique, c'est ça qui est le problème. Sinon, une élection présidentielle, c'est quand même un pari entre un homme et son peuple. Hein? Bion peut aller en indépendant, seul et gagner. Mais je crois que le débat qui a lieu actuellement, c'est la chapelle sous laquelle l'appareil politique qu'il veut utiliser pour aller à l'élection. C'est ça qui est le débat. Alors, monsieur, et parlant de démocratie,
c'est vrai, on peut reprocher tout au PDCI RDA. Il avait, comment on appelle, il a géré le pays pendant un certain nombre de temps, mais il y avait quand même quelques démocraties à l'intérieur. D'autant plus que souvent, les gens désignés par le parti ne sont pas automatiquement élus. C'est-à-dire que forcément, il y a une onction populaire qui est quelque peu accordée à ces partis. Non, non, donc, mais il ne faudrait pas résumer la démocratie seulement qu'à une élection. L'élection, ça, c'est pour désigner quelqu'un, pour gérer les affaires courantes. Mais en ce qui est de la prise de décision, c'est là-bas qu'on voit la... Justement, mais il faut regarder de quelle décision parle-t-on d'abord. Voilà la question. Le débat actuellement, la décision là, c'est on va aux élections comment? Avec qui? Une convention, selon les textes, doit départager les gens. Et on a écouté Prédoumi Soumaïla au cours d'une conférence de presse qui a dit que la convention aura lieu. Il a dit que la convention aura lieu, donc on attend de voir. Alors, mais ceci est Bion qui est convoqué par le conseil de discipline. Si jamais on arrive à une radiation, est-ce que le PDCI risque quelque chose? Le PDCI, pour moi, risque toujours quelque chose. Wow. Parce que dès l'instant qu'il y a un courant, parce que les partis politiques portent en eux les gemmes de la division. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il y a un courant à l'intérieur où Bion, il y a des gens qui se reconnaissent en lui et qu'on l'écarte. Officiellement, il n'y a pas de courant bien, on va dire. Il y a un courant. Non, il ne faudrait pas, parce que moi-même, j'ai suivi un débat. J'ai suivi un débat. Officiellement, il y a non, ce n'est pas comme le cas du FPI. Du FPI, non, on comprend. Mais l'annonce a été faite. Il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois. Nous tous, nous savons que d'un côté, il y a les Tchiamistes et de l'autre côté, il y a les Bionistes. Ça, on ne peut pas changer ça. Sur la question, je suis parfaitement d'accord avec lui parce que, comme je l'ai dit, l'élection de Thiam a été plus ou moins controversée, bien que personne ne discute sa légitimité. Mais il faut dire qu'il y a des cadres aujourd'hui qui avaient une certaine légitimité, mais qui planchent aujourd'hui pour Bion. Ça, ça se voit, ça saute à l'œil. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, si Bion est écarté, si Bion est radié, le PDCI risque quoi? Le PDCI prend un grand risque, je pense. Lequel? Parce que Bion, d'abord, on va à une élection. Parce que tout ce débat qui est en train d'être mené là, c'est en vue de 2025. Alors, quand vous allez et que vous-même, vous tirez des balles sur vos pieds, et puis vous allez en guerre, mais alors que les adversaires sont déjà en train de vous apprêter, mais vous allez déjà handicapé. Donc l'électorat du PDCI peut être fragmenté. Non seulement il y a des fortes chances que Bion décide, comme je l'ai dit tout à l'heure, une élection présidentielle, là, elle est différente de toutes les autres élections. C'est un homme avec son peuple. C'est ça. Et on a vu des preuves ailleurs, des gens sans parti en tant que tel. Emmanuel Macron nous l'a prouvé. Sans parti, sans un appareil politique vraiment, lui, il a rassemblé ces choses et puis il a pu gagner. Donc Bion même, il a son deuxième mandat. Comme il a dit, Bion, c'est pas aussi n'importe qui dans le pays. Hein? C'est quelqu'un qui est puissant financièrement. C'est quelqu'un qui a une assise politique, quoi qu'on dise sur le pays. Et puis c'est quelqu'un qui déjà commence sur le plan médiatique à rassembler ici et là des courtisans, même si on ne peut pas clairement afficher ceci, cela, mais ça se voit un peu quand on regarde un peu l'arène politique, on sent que Bion est en train de faire sa route. Alors, monsieur, jusqu'où ira Bion selon vous? On sait qu'en 2020, vous l'avez rappelé sur ce plateau, il avait affiché son ambition d'être candidat à la présidentielle. Après, il s'est ravisé pour se retirer complètement de la course. Cette année, il revient, il affiche la même ambition. Il veut être candidat à la présidentielle en 2025. Jusqu'où ira Bion? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Il va aller se présenter ou après il va nous faire le même scénario qu'en 2020? Je pense que personnellement, il va aller jusqu'au bout. Parce qu'une première fois, il a reculé. Je pense que s'il fait une reculade encore, ça va un peu écorcher un peu son image. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2013, il s'est fait élire en tant que président du conseil régional du handball, mais sur la bannière RDA. C'est-à-dire qu'il voulait être président de cette région.
Et même, il a dû même laisser son parti PDCI pour aller sur la bannière RDR. Non, donc, cette RHDP, puisqu'il y avait une alliance en ce moment. Non, mais c'est la bannière RDR, ce n'est pas RHDP, c'est RDR. Ben moi, je l'ai su par Jeune Afrique. J'étais à l'étranger, moi, je l'ai su par Jeune Afrique. Donc, l'ambition qu'il affiche maintenant, je pense que c'est le moment, parce que si Tcham prend le pas sur lui, il aura plus de chances encore. Ce sera un peu difficile pour lui d'avoir l'appareil PDCI. Donc, il joue son va-tout. Mais je pense que dans cette histoire, l'arbitrage des conflits doit se faire par la loi, non pas par les rapports de force. Une fois que les rapports de force rentrent en jeu, ça va créer une atteinte à l'unité même du parti. C'est ce qu'on lui reproche. Parce que s'il crée son courant, ça va créer une division au sein du parti et ça va écorcher un peu même les trucs, quoi on appelle ça, leur idéologie, leur vision au sein des populations. Parce que si vous n'arrivez pas à créer la cohésion au sein de votre parti, comment voulez-vous créer une cohésion sur le plan national? Alors, quand il dit que l'arbitrage de cette situation doit se faire par la loi, alors, est-ce que vous pensez qu'au PDCI, au regard de la situation qui se présente, est-ce que vous pensez qu'au PDCI, on a cette volonté de respecter la loi, de faire les choses selon... Les textes, c'est pas la loi. Je veux dire, c'est selon les textes du parti, c'est pas ça que je parle, évidemment. C'est tout le défi qui est devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Faire respecter les textes. C'est-à-dire qu'on est en politique. Il y a la possibilité de faire respecter les textes de façon rigide et les conséquences peuvent être désastreuses pour eux. Je pense que ce qui est demandé ici, les membres du conseil de discipline doivent faire preuve de sagacité. D'impartialité. C'est-à-dire que eux là, même moi je ne parle pas d'impartialité, de rigidité, de texte. Mais il faut le bon sens. Regarde, supposons par exemple que on n'écarte pas Bion, mais on le laisse aller à une convention et on le bat à une convention du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA ressortira fort de cette convention-là où Bion a été battu. Qu'on chasse Bion. Dans cette perspective-là, Bion a des chances de partir avec des frustrés. Or, si on va à une élection, à la convention, et que Bion est battu, Bion sera mis en minorité et Bion sera obligé de soutenir. Parce qu'aller à la convention, c'est prendre l'engagement de soutenir celui qui est vainqueur. C'est ça. Là, il n'aura plus d'argument pour non, il n'aura plus d'argument. Si Bion prend le risque d'aller à une élection dans ce contexte-là, il aura montré aux militants sa capacité de nuisance au parti. Et là, je suis convaincu qu'il n'aura pas assez de militants qui le suivront dans cette dynamique-là. Mais si Bion est chassé de façon rigide, ce sera comme ce qu'on a vu, le RDR qui est sorti du PDCI-RDA. Dès lors où il y a des frustrations, vous avez toujours des gens. D'abord, je vous l'ai dit, il y a des frustrations à l'élection. Oui. Donc eux, ils sont là, ils regardent. Le congrès. Si on ne leur donne pas le sentiment d'avoir pris leur point de vue, leur vote, leur choix dans le processus qui suit, c'est clair qu'ils vont aller, ils seront dissidents. Mais quand eux-mêmes ils vont voter et puis ils voient qu'ils ont été mis en minorité, en même temps, l'esprit démocratique qui est dans leur esprit là, c'est-à-dire qu'eux, ils estiment qu'ils sont allés aux élections, ils ont perdu, mais il faut aller avec le parti. En tout cas, il y en a un qui compte bien sûr aller avec son parti pour la présidentielle de 2025. Il s'agit de Laurent Gbagbo, qui était dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire le dimanche dernier. On va se retrouver dans quelques secondes pour en parler. Si vous nous prenez en marche, nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est cette émission qui vous permet d'avoir plus de détails sur les sujets qui ont marqué l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Pour le deuxième sujet de cette émission, c'est bien sûr Laurent Gbagbo. Il était dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, et il a tenu un discours face aux militants du PPACI et dans son discours, il a promis, s'il est élu, d'améliorer le pouvoir d'achat
des Ivoiriens. Je vais vous lire un pan de son intervention. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille, mais moi, je vais le faire circuler comme il circulait avant. L'argent doit circuler car c'est quand il circule qu'il arrive dans les poches. Voici un peu cette petite partie de la déclaration de Laurent Gbagbo que nous souhaitons décrypter ce soir sur ce plateau de la revue de presse grand format. Une déclaration qui fait dire à certains que Laurent Gbagbo n'a pas d'offre politique ou n'a pas de nouvelle offre politique à proposer, à présenter aux populations. Quelle est votre position? Êtes-vous d'avis avec cette pensée? Tel que la déclaration, le discours de Laurent Gbagbo est prononcé, je peux penser à du populisme. Du populisme parce qu'il ne dit pas clairement comment il fera circuler l'argent. Il ne dit pas, il s'accroche sur une phrase prononcée par le président du RHDP, le président de la Côte d'Ivoire, le 31 décembre au moment 2012, où les gens, voilà, justement, pour dire, bon, lui, il entend des gens se plaindre pour dire que l'argent ne circulait pas, mais lui leur dit que l'argent travaillait. Donc, on a beaucoup ressassé ce slogan-là. L'argent ne circule pas, mais l'argent travaille. Donc lui, il répond à ça. Bon, mais concrètement, comment lui fait circuler l'argent? Voilà la question. Comment est-ce qu'il fait circuler l'argent? C'est vrai qu'il nous reste encore une dizaine de mois avant de rentrer, d'aller au scrutin. Mais je crois qu'il est temps que les leaders politiques nous disent ce qu'ils veulent apporter, ce qu'ils veulent changer. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est ce que vous avez appelé offre politique. C'est vrai, de façon générale, le président Laurent Gbagbo a déjà donné son orientation. Il a parlé de sortie de francs CFA, il a parlé de l'armée française il est d'accord avec les États. Lui, il est dans une dynamique panafricaniste. Ça se voit dans son discours. Et il a même dit qu'il était dans cette dynamique, il a même fait fermer certaines banques françaises ici. Bon, de façon globale, on voit que le président Laurent Gbagbo est dans une dynamique de confrontation avec l'ancien colonisateur. Il est dans une dynamique panafricaniste. Voilà. Je pense que c'est un peu ça, mais j'aurais souhaité que dans son discours-là, il soit beaucoup plus concret. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le CIREX, ce salon-là sur les industries extractives. Le gouvernement est en train de passer des contrats avec des grandes firmes internationales qui sont venues pour exploiter pour les richesses, pour créer des richesses en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? Quelle est la position de l'arène politique sur ces questions? Comment eux, ils souhaitent que ces contrats-là soient négociés? Est-ce qu'ils sont d'accord avec le gouvernement dans la dynamique qu'il a faite là? Voilà autant de questions, de mon point de vue, sur lesquelles on attend l'arène politique. C'est vrai, même la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Quand les chiffres ont été évoqués, on a vu tout le monde, je parle de l'opposition, a jailli, a commencé à parler de surendettement. L'immense majorité des Ivoiriens, y compris nous-mêmes, qui n'avons pas une certaine expertise dans ce processus-là, bon, les gens étaient plus ou moins emballés. Il aurait été, de mon point de vue, concret, d'apporter des éléments pour faire comprendre aux Ivoiriens comment est-ce que ce processus-là fonctionne. Et eux, en tant qu'opposition, comment eux, ils souhaitent entreprendre les choses. D'accord. Donc je pense que c'est ceux qui estiment qu'il n'y a pas trop d'offres politiques, ils n'ont pas totalement tort. Mais j'espère que l'offre politique viendra. Mais ce qu'on voit actuellement là, ça laisse sur la fin. C'est du populisme pour vous? C'est comme... Vous le pensez aussi? Oui. Bon, moi je ne pense pas comme lui. Parce que pour moi, il vient de dénaturer la signification, bien le sens du mot populisme. Laurent Gbagbo était dans une localité, c'est à Gagnoa, un truc de ce genre.
il était face à qui? Il était face à une population, face à la classe moyenne. Et donc, quand tu t'adresses à la classe moyenne, tu utilises les mots qu'ils comprennent. Tu ne peux pas utiliser les mots qui sont de l'élite, mais les mots élitistes pour pouvoir t'adresser à une population, une classe moyenne. C'est pourquoi le populisme, ce n'est pas quelqu'un qui enchante une population, mais c'est quelqu'un qui dit ce que le bas peuple veut entendre. Donc le populisme, c'est une bonne chose dans le fond. Le contraire du populisme, c'est l'élitisme. Soit il a un discours élitiste pour les ambassadeurs, pour la grande classe, soit il a un discours pour le peuple. Et c'est en cela que je regarde son discours, il a fait une chose, c'est de la communication. C'est un slogan politique, c'est un slogan de communicant. Quand on dit l'argent ne circule pas, non, mais l'argent travaille, ça c'est un slogan en communication. Il y a deux choses en politique. C'est-à-dire, quand vous gouvernez, vous devez savoir ce que le peuple veut et donner à ce peuple ce qu'il veut. Vous pensez qu'actuellement, le besoin des populations, c'est l'argent? C'est le pouvoir d'achat. Quand vous ne gouvernez pas, que vous êtes dans l'opposition, vous devez d'abord savoir ce que le peuple veut et promettre au peuple ce qu'il veut. C'est ce que Gbagbo fait. Il promet au peuple qu'avec moi, vous aurez le pouvoir d'achat. Certes, il ne rentre pas dans les détails, je suis d'accord avec vous, parce que ce n'est pas le moment. Mais pour le moment, il fait de la communication. Est-ce qu'il n'existe pas le pouvoir d'achat? Non, le pouvoir d'achat, nous tous nous sommes en Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on s'entende sur une chose. La notion de populisme, là, on partage la même définition. Hein. La description que vous avez faite du populisme, là. Non, mais c'est dénaturé, au fait. C'est aussi, non, je veux dire quoi? Au fait. Vous avez dit tout à l'heure que c'est dire ce que le peuple veut entendre. Oui. Ceux devant qui Laurent Gbagbo était voulaient, je pense, entendre ce discours. Oui, mais donc, ce qu'il leur a dit là, ça a été longuement applaudi parce qu'effectivement, mais concrètement, comment ça se fait? Parce que dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est vrai. Mais expliquer, donner avec plus de détails, Laurent Gbagbo sait bien le faire, comme Maurice Gikawe, lui aussi nous a habitués à ce discours adapté à son public. Laurent Gbagbo avait la possibilité de parler plus concrètement avec les termes qu'on lui connaît sur des questions concrètes qui vont passer par remplir leur poche. Comment est-ce que leur cacao sera acheté? Comment est-ce que ça va fonctionner sur son régime? Je pense que ce que vous dites là, s'il va dans ce sens, ça va devenir un peu plus technique pour les gens qui l'écoutent. Voilà. Quand je dis technique, ici, on parle à des gens qui sont praticiens, des gens qui sont dans la cacao-culture, ou bien des gens, ils connaissent leurs activités, ce qui leur procure l'argent là. Quand au moins l'argent circulait là, les activités qui leur donnent l'argent là, ils connaissent ça. Mais on est d'accord que le pouvoir d'achat, ça rime avec l'économie. Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, en fait, si je veux l'expliquer dans les détails, donc ça vient à ce que vous devez avoir. Quand je dis détail, dire par exemple le pot de cacao là, moi je vais payer ça à 5 000 francs là. Non, mais ça devient une promesse, ils vont le comprendre comme une promesse. Oui, mais je préfère ça, c'est une promesse qu'il fait. Quand il dit je vais faire circuler l'argent, c'est une promesse qu'il fait. Mais je préfère que tu dises le cacao que tu fais, qui est payé aujourd'hui à 1800, et qu'on regarde comme un prix, comment on appelle, un prix promoteur. Moi, dès que je viens au pouvoir demain, je paie ton cacao à tel prix. Ça, c'est l'argent qui circule. Mais il n'explique pas où il va gagner l'argent pour payer. Je vais dire une chose. L'origine là est là. Non, attends. Gbagbo a fait un constat. Moi-même, je fais ce constat. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous voyons qu'aucune solution apportée par le gouvernement pour donner du pouvoir d'achat aux Ivoiriens n'a fonctionné. Mais qu'il ça, dise c'est ça. un constat. Qu'est-ce qu'il dit ça? Voilà, non, mais moi, voilà, j'aurais souhaité que Gbagbo dise aux gens ce que tu viens de dire tout à l'heure, ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, c'est que le gouvernement ne fait rien pour que l'argent circule. Moi, cette phrase-là me paraît plus précise, plus concrète que de verser dans le vague. Je vais faire circuler l'argent. Mais vous oubliez qu'il fait de la politique. Et dans la politique, la part, c'est quoi? C'est la promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est pas pour défendre Laurent Gbagbo. On est tous d'accord. Mais on est tous d'accord. Ce que tu dis, on est tous d'accord qu'il fait de la politique. Et l'art de la politique aussi,
c'est de verser souvent dans le populisme. Même le président actuel, quand il disait son slogan là, mais c'était plus ou moins du populisme. À deux solutions. Bon, non, je ne parle pas de deux solutions, je parle de l'argent ne travaille pas. Mais l'argent il travaille, oui, c'est du populisme. C'est la même chose. Alors, cela me permet de vous poser une question. Lorsque Laurent Gbagbo s'exprime en ces termes, cela m'amène à vous demander que peut apporter encore Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Moi, chez moi, Laurent Gbagbo ne peut pas apporter grand-chose, personnellement. Tout ce qu'il peut apporter, parce qu'il a un aura, et il est vraiment, il a le courage, c'est ce qu'on lui reconnaît. On doit au moins lui reconnaître ça, il est courageux. Il a, ce qu'on veut dire, surmonter plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Ça, on peut lui reconnaître ça. Maintenant, le monde a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où quelqu'un qui a 80 ans ne peut pas réfléchir, mais ne peut pas apporter quelque chose à des jeunes de 35 ans, de 40 ans, même de 30 ans. Il ne peut rien apporter. C'est ceux qui seront autour de lui, peut-être qu'ils pourront apporter quelque chose. Sinon, Gbagbo lui-même, ça devient une personnalité morale. C'est tout. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il peut apporter grand-chose. Et moi, le PPACI gagnerait plus à préparer un champion pour pouvoir... Moi, je ne suis pas pour les partis politiques. Les partis politiques doivent exister, doivent être dans un cadre, mais un cadre sera bien défini par la loi et qui va nous permettre, nous citoyens, de nous protéger face à ces politiciens pour ne pas qu'il y ait d'abus de pouvoir. Sinon, nous tous, nous pouvons gérer le pays, mais il faut trouver des outils pour que chacun puisse se protéger quand on donne le pouvoir à un parti politique ou donner le pouvoir à une oligarchie nationale. Alors, quand vous dites à 80 ans, on ne peut plus rien apporter à les jeunes. Je n'ai pas dit qu'on ne peut plus rien apporter, je dis qu'on ne peut pas apporter grand-chose. On ne peut pas apporter grand-chose à des jeunes qui ont entre 30 et 35 ans. Il n'a plus la force. Parce que Ouattara aussi, le président Ouattara se situe aussi. Non, mais c'est la même chose. Lui aussi, il ne peut plus apporter grand-chose. Politique là qui a échoué. D'accord. Sur le plan politique, sur le plan économique, même sur le plan social, ils ont carrément échoué. On veut vous entendre sur la question. Sur la question, je ne vais pas épiloguer sur l'âge. Parce que l'âge ne devait pas être un handicap. Chez nous, même en Afrique. L'âge, c'est un handicap. Non, à tous les niveaux. Vous n'avez plus la force physique comme avant. C'est le développement et l'innovation, je veux dire la créativité, ce n'est pas la force physique. C'est dans la tête que ça se passe. Tous ceux qui ont fait de grandes choses, ils ne les ont pas fait avec leurs muscles, ils ne les ont pas fait en courant. Mais c'est des idées qu'ils ont, c'est une vision qu'ils ont conduite et une vision qui a apporté des choses. Nous sommes en politique. Voilà. On peut être jeune et puis ne pas avoir toutes ses facultés. Donc pour vous, Laurent Gbagbo peut toujours apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que je ne suis pas de ceux qui pensent que Laurent Gbagbo ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire parce qu'il est âgé. Non. On a vu, je ne vais pas revenir sur l'histoire où des gens comme Roosevelt à un certain âge ont fait des choses extraordinaires. Et les exemples sont les gens comme ça. Je ne reviendrai pas sur ces exemples-là. Mais je vais dire que peut-être qu'on attend, tout à l'heure on l'a dit, qu'ils nous dégagent leur vision. C'est ce qu'on attend. La vision est claire. Le panafricanisme, chez eux, c'est une vision. Oui, c'est clair, mais ce n'est pas un programme de société, mais c'est une vision. C'est une vision. Voilà, mais en fait, c'est la vision. La vision, elle est plus importante, de mon point de vue, que tous ceux qui prétendent avoir des projets. Mais on est d'accord que la Constitution... Parce que le projet, il est inscrit dans une vision. Alors justement, parlant de vision, vision panafricaniste, est-ce que vous pensez que... Je termine. Ce que je reproche à peut-être Laurent Gbagbo ou au panafricanisme, c'est que le concept n'est pas bien cerné, n'est pas bien... c'est pas approprié pour le peuple ivoirien. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que c'est une vision dont a besoin le peuple ivoirien actuellement? Quand on va poser la question pour demander quelles sont les valeurs africaines, est-ce que les Africains, les panafricanistes se sont entendus? Les experts en sciences éducatives se sont assis pour dégager clairement ce qu'ils appellent les valeurs africaines. Parce que les Européens, eux, ont leurs valeurs qui sont très nettes. Mais les valeurs, ça évolue. Oui, mais c'est précis. Et quand ça évolue là, ce n'est pas dans le vague.
c'est eux qui font un rapport et puis ils disent que bon, à partir de maintenant, là, voilà ce qu'on va ajouter à notre système éducatif. Parce que là-bas, c'est la réflexion. D'accord. Mais nous, on n'est pas dans cette dynamique. Chacun va partout. Et il faut commencer d'abord par réfléchir, par rassembler les experts africains pour leur demander de dégager un certain nombre de choses pour que le contenu de ce qu'ils appellent panafricanisme là soit partagé par l'ensemble des Africains. Une fois qu'on est d'accord sur ça, on peut engager un combat. Mais quand chacun va de son point de vue, bon, on patauge en définitive. On va vous écouter sur la question avant d'aller pour le troisième et dernier sujet. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport même au discours de Laurent Gbagbo, moi, je pense que les discours n'engagent seulement ceux qui les tiennent. Et les promesses qui sont faites dans les discours n'engagent seulement ceux qui croient. Parce que les politiciens ne sont pas tenus de respecter leurs engagements. C'est écrit dans la Constitution. Et c'est ça le drame. Ils ne sont pas tenus parce que tout mandat impératif est nul. Donc nous n'avons pas de mandat. S'ils ne sont pas tenus de respecter les promesses qu'ils présentent aux populations, vous dites quoi alors de la morale? Non, mais en politique, il n'y a pas de morale. Oh, l'Africain doit quitter ces idéologies de mauvaise foi. L'Africain qui veut apporter quelque chose aux générations futures ne doit pas patauger dans la mauvaise foi. Parce que ce que vous dites de la politique là, c'est vraiment vrai, c'est ce que les gens font. Mais c'est une mauvaise foi qui ne peut que nous empirer, qui ne peut nous mettre contre. Mais la grande question de comment on combat ça. Justement, d'abord... Avec quel outil on peut combattre ça? Justement. Si les politiciens eux-mêmes écrivent dans une constitution, que nous-mêmes on nous fait voter cette constitution, pour dire que tout mandat impératif est nul, que nous, en tant que population, nous n'avons aucun mandat à leur donner. Donc, eux, ils vont décider à notre place. Maintenant, après, quand les promesses ne sont pas tenues, qu'est-ce que nous faisons pour que les promesses soient tenues, pour qu'ils rendent compte? Commençons d'abord par, la prise de conscience. Dès lors où le peuple tout le monde est conscient que comment ça se passe. Quand on est d'accord que c'est normal que les gens soient de mauvaise foi avec le peuple, mais c'est un drame. C'est-à-dire que nous, on estime que, bon, comme c'est comme ça, il faut être malhonnête, le politicien doit dire, promettre et puis ne pas respecter. Et puis, on estime que c'est normal. Les autres peuples n'avancent pas comme ça. La preuve, en France, vous savez que, vous voyez ce qui s'est passé hier. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, vous faites une erreur oui. Là où vous dites que dans les autres peuples, ça ne se passe pas. En France, ça se passe comme ça. Je vous rappelle qu'en 2005, la France a voté, ils sont allés à un référendum et les Français ont voté une disposition qui disait qu'ils ne voulaient pas effacer leur constitution au profit de la constitution européenne. Mais les politiciens ont utilisé la même constitution pour changer la constitution française afin qu'elle soit la même que celle de l'Union européenne. Les Français se sont érigés. Je crois que la transition est toute trouvée. Je ne vais pas parler de l'armée française qui est priée de quitter le Tchad et puis le Sénégal. Je crois qu'il est temps pour que nous puissions décortiquer cette information. On se retrouve dans quelques secondes. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, la revue de presse grand format. Cécile Mobio nous l'a indiqué à l'entame de cette émission. L'armée française est priée de quitter le Sénégal et le Tchad. Les autorités de ces deux pays l'ont fait savoir. Alors, comment vous analysez cette situation, Aké? Bon, moi, chez moi, l'armée française, bon, le président français, je ne sais pas si c'était Hollande ou qui disait ça, que l'armée française n'a pas vocation à s'éterniser sur le territoire africain. Donc, c'est tout à fait normal si aujourd'hui les Africains pensent qu'ils sont assez grands, assez matures pour se défendre et qu'ils n'ont pas besoin de l'armée française sur le sol. D'abord, il faut rappeler que les accords qui ont été signés dans une période un peu coloniale. Donc, vous avez cet esprit-là qui rôde encore dans les actions de la France. Quand la France agite les accords dans certains cas et dans d'autres cas, elle refuse de faire appliquer les accords. Donc, ça crée un discrédit pour l'armée française, surtout en Côte d'Ivoire et au Mali et au truc. Et aujourd'hui, les jeunes générations qui n'ont pas connu la colonisation voient d'un mauvais œil la France. Et que quand nous voyons que sur d'autres cieux, la France
soutient des terroristes modérés et sur d'autres cieux, elle prétend combattre des terroristes, ça crée un peu un amalgame et puis ça crée un peu, ça jette un discrédit sur cette armée française. C'est de bonne guerre, comme on dit aux Français. Bon, entrez chez vous. Aujourd'hui, il y a toute la technologie nécessaire pour, voilà, depuis votre pays, même de nous donner des renseignements, de nous aider. Voilà, ça se voit avec le conflit israélien où les États-Unis appellent Israël pour lui donner des informations. Voilà, donc aujourd'hui, on peut aller à une autre forme de coopération avec la France, mais mettre une base militaire, ça sonne faux dans l'oreille. Dans un premier temps, c'est ce que je peux apporter. On a entendu le président sénégalais s'exprimer sur la question. Il dit présence militaire ou absence militaire ne doit pas être égale à rupture. Du côté tchadien, on dit le pays reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Comment vous comprenez ces différentes déclarations? Ténébé. Moi, je vois là l'expression de maturité. Je vois là des décisions sans passion. Pour dire que les jeunes États ont pris conscience de ce qu'on appelle vraiment la souveraineté, qu'on a prétendu donner à leurs parents il y a 60 ans. Parce que la souveraineté renferme un certain nombre d'éléments, de valeurs. Alors, vous ne pouvez pas dire que des gens sont souverains et puis c'est vos troupes qui sont là-bas et vous appelez ces troupes-là des troupes préposées, prépositionnées, c'est ça le terme, ou du moins ils appellent même la France, je parle de la France, le précaré français. C'est une intelligence et une insulte à l'intelligence des Africains. C'est vrai, nos aïeux n'avaient pas, je veux dire nos parents n'avaient pas les moyens de se défendre, mais cette prise de conscience-là, moi particulièrement, je la salue. Et si je dois revenir sur là où ça a commencé, je crois que c'est en 2002, quand le Mali a décidé, la junte malienne a décidé de rompre, de demander à l'armée française clairement de quitter leur pays. Mais c'était dû à quoi? C'est le président français lui-même qui avait menacé de faire partir ses soldats de la France. C'est-à-dire que lui, il regardait ces soldats-là comme des gens qui sont venus protéger. Qui sont venus protéger et il parlait plus, même leur presse parlait plus des soldats français tués par les terroristes pour les Africains. La décision qui était en train d'être prise inquiétait beaucoup d'Africains qui se disaient, mais attends, si les Français là s'en vont, mais ils vont prendre Bamako. Moi, j'ai fait même partie de ceux qui analysaient ce départ demandé par la junte militaire là comme un désastre, comme les djihadistes qui allaient nous trouver ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on a fait véhiculer dans nos esprits, c'est que c'est l'armée française qui a stoppé l'arrivée en 2012. Nous tous, on a écrit ça, l'armée française, sous l'appellation que c'est Dioncounda Traoré, alors président de la transition, hein, civil, qui avait demandé à François Hollande de venir l'aider. Mais quand les militaires ont commencé à dire qu'ils ne voulaient plus de l'armée française, c'était une inquiétude générale. Mais ils sont partis. Vous avez dit 2002, c'est plutôt 2022. 2022, excusez-moi, c'est bien ça, pour le lapsus. Il y a eu 2012 et puis 2022. Voilà, 2022, c'est en 2022 que ça a commencé. Mais finalement, ils sont partis et on voit que les gens reprennent Kidal. C'est vrai qu'on nous dit que c'était avec l'aide des Wagner et autres. Mais si l'armée française s'en va et que ceux-là, ils arrivent à gagner du terrain, mais ça a donné une sorte de crédibilité à Assimi Goïta qui disait que quand lui il était sur le terrain, arrivé sur le théâtre de Kidal, lui il a souhaité engager le combat contre Kidal. L'armée française leur a interdit de rentrer à Kidal. Vous voyez un peu, cette junte-là que nous, on a tous dénoncé, on a commencé à voir qu'ils avaient des éléments de valeur. Le Burkina a suivi, le Niger a suivi et la Centrafrique a suivi. Et aujourd'hui, là, c'est le Tchad où il y avait 1000 hommes. C'est eux qui écrivent et par un discours de maturité, ils ne disent pas non, allez-y, avec le même ton que le ton malien, mais ils disent non, hein, on va collaborer. Mais vous, militaires, là, allez-y avec eux. Mais nous, là, on va, c'est pas une rupture.
a changé la nature des accords. En une minute rapidement, avec la permission de la réalisation, vous avez parlé du Mali, où l'armée française a été sommée de quitter les lieux, le Burkina Faso, le Niger, la Centrafrique. On a aujourd'hui le Sénégal, le Tchad. Qu'est-ce que cela présage pour l'avenir? Moi, chez moi, c'est un peu compliqué même à dire, mais c'est chasser, pas chasser, on ne peut pas parler de chasser, mais changer la nature des accords. Et maintenant, la nature des rapports doit changer. Parce que les mentalités ont changé, et les rapports de force ont changé. La France aujourd'hui, c'est plus cette France d'hier qui était tout puissante. Et les Africains l'ont compris. Donc, c'est aux Français maintenant de réaliser que les temps ont changé. Et de changer la nature du discours, changer la nature maintenant des accords, parce que ça ne peut plus fonctionner. Et ils doivent se rendre compte que ça ne peut plus fonctionner, c'est tout. D'accord. Messieurs, merci. Tenez Ousmane Aké-Renaud, merci à tous les deux d'être passés nous voir ce soir sur ce plateau pour décortiquer pour nous et pour nos téléspectateurs les sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine en Côte d'Ivoire et un peu à travers le monde. Merci infiniment et puis on vous souhaite de passer un excellent week-end et en espérant se retrouver prochainement pour encore débattre autour d'autres sujets. Merci à nos téléspectateurs pour leur fidélité. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Revue de Presse grand format. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu.